Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo spéciale Bachi Bac. Je suis trop contente parce que j'adore parler de ce thème là et puis c'est pas très abordé sur YouTube, donc c'est l'occasion pour moi de parler d'un truc nouveau. Une fois, donc c'est toujours le même abonné, donc Mathis m'a demandé de faire une vidéo donc réponse à ses questions. Donc il a 20 questions je crois, qui ont l'air assez compliquées en plus, donc 23. Donc on va y répondre maintenant en espérant que ça va vous aider, vous donner des conseils, des astuces ou des petits tips pour le Bachi Bac, tout en sachant que n'hésitez pas à poster vos questions, vos commentaires, vos interrogations, tout ce que vous voulez, vos inquiétudes, etc. Par rapport au Bachi ou même à vos études en général dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Première question, pourquoi as-tu voulu faire le Bachi? Dans quel but? Depuis la 4ème en fait j'ai eu donc mon coup de cœur, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo parcours scolaire, pour l'espagnol. C'est mes parents qui me l'ont présenté et c'était comme un peu une évidence dans le sens où je suis tombée complètement amoureuse de cette langue là, et aussi parce que, donc pour mon plaisir personnel, et aussi parce que bien évidemment ça me permettait d'avoir 2 diplômes en un, donc un diplôme qui s'appelle Bachillerato, donc espagnol, reconnu par l'ambassade espagnole, et un diplôme français en même temps, donc le baccalauréat que tout le monde a quoi. Avec la filière L que j'ai toujours voulu faire, voilà, comme un étudiant standard. 2 bacs en même temps, c'est toujours valorisant sur un CV, et en plus de ça, en faisant ta passion, ça te permet évidemment d'avoir un niveau largement meilleur que les lycées standards, on va dire, au niveau de la LV2, parce que l'espagnol c'est une LV2 en France. Donc la plupart des lycées ont un niveau en espagnol assez bas. J'avais commencé en 6ème avec l'option bilingue. Bah moi j'avais déjà un plutôt bon niveau. C'était pour moi beaucoup plus bénéfique de continuer sur cette voie là que de rebaisser d'un cran au niveau de mon niveau d'espagnol en m'adaptant à une classe standard, disons, qui a commencé l'espagnol qu'en 4ème. Deuxième question, quel a été l'élément déclencheur qui t'a orienté vers ce cursus? C'est mon voyage en Espagne que j'ai fait entre ma 5ème et ma 4ème. 3. Que représente l'espagnol à tes yeux? Je sais pas quoi répondre du tout à cette question. Sincèrement, je sais pas du tout quoi dire. Je sais pas trop qu'est-ce que ça représente pour moi l'espagnol en fait. C'est juste une passion, et au moment où j'ai intégré le Bachi, je crois encore plus que maintenant. Comment avoir une chance d'être accepté? Au niveau de la lettre de motivation, devons-nous mettre des informations particulières dans le but de nous vendre au mieux, et si oui, lesquelles? Personnellement, mon lycée ne fait pas passer d'oral, après tout est relatif en fonction de son lycée. Oui, le mien faisait passer un oral et garder, en fait, trier en fonction de l'oral. Nos bulletins avec appréciation et et l'aide de motivation CV, et on n'était pas triés à ce moment-là. Tout le monde passait un oral et c'est en fonction de l'oral que on était sélectionné, et en fonction de le dossier en fait ils le regardaient que s'ils hésitaient entre plusieurs personnes. Donc ma lettre de motivation, honnêtement là je suis en L1, donc ça date quand même de 3 ans et demi, donc sincèrement je m'en souviens absolument pas de ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation, j'en ai aucun souvenir, et sincèrement je sais pas s'il faut mettre un truc spécial et tout, sincèrement j'en sais rien. Oui, il faut se vendre mais faut pas trop en faire non plus, sinon ça fait assez prétentieux. Mais en plus moi, si vous voulez, mon prof d'histoire géo m'a dit que depuis la 4ème, donc la première fois que je l'ai vu, j'étais en 4ème, et après on s'est revu 3 fois avant l'oral, et il savait déjà qu'il allait me prendre en fait. Donc je sais, donc en fait je pense qu'il a même pas lu ma lettre de motivation, parce que je suis passée à l'oral et il m'a pris directement en fait. Donc je sais pas, sincèrement je sais pas, ça se trouve elle était très mauvaise ma lettre de motivation, donc je suis pas trop bien placée pour vous donner des conseils. 5. Est-il vrai que c'est une classe réputée pour son excellence au niveau des élèves notamment, et que cette dernière nous pousse à nous surpasser? Oui et non. Je vais pas vous mentir, les élèves qui sont Bachi Bac sont plutôt bons, voire très bons en général. Il y a aussi des personnes qui sont excellentes. Il y a des personnes qui sont pas forcément, voilà, qui sont assez standards on va dire, enfin voilà. Donc c'est vrai sans être totalement vrai. Trop quoi dire. Alors c'est une classe qui pousse à te surpasser, oui, parce que le niveau général est très bon, très bon. Et moi je l'ai remarqué quand j'étais, parce que nous dans nos classes Bachi Bac en fait on n'est pas regroupés qu'entre Bachi Bac, on est aussi avec des Abi Bac, mais aussi avec des personnes qui sont ni Bachi ni Abi, donc qui sont en filière normale, L, S, enfin voilà, normale. Et sincèrement l'écart entre les Bachi Bac, Abi Bac et les ni Bachi ni Abi est assez important. Je vais pas vous mentir, en général au niveau des notes c'est vraiment un fossé entre les deux.
Donc oui, il y a un niveau quand même en Bachibac, faut le reconnaître. Oui, on est trié comme ça aussi, donc c'est normal que voilà. Excellence, c'est un grand mot, sincèrement c'est vraiment un grand mot parce qu'il y a des gens qui sont loin d'être excellents. Mais la majorité, on va dire, on est 25 dans une classe, il va y avoir peut-être 3 personnes qui sont excellentes et après le reste ça va être assez standard, voire parfois limite. Enfin moi dans ma classe j'avais des gens qui savaient toujours quasiment pas parler espagnol, enfin vraiment pas beaucoup, au bout de la 3e année, donc en soi, oui et non. Et par contre qui nous pousse à nous surpasser, oui, parce que par exemple en histoire, nous le niveau était beaucoup plus élevé qu'une classe d'histoire, elle, normale. C'est... oui, ça oui, par contre le niveau général, les notes générales même sont plus élevées et on voit le fossé avec les gens qui font pas bachi, ça oui. 6ème, lors du premier cours d'histoire, est-il vrai que le prof parle intégralement en espagnol? Comment l'as-tu vécu et comment arriver à pallier la barrière de la langue pour réussir à comprendre? Moi c'était le cas, donc mon premier cours d'histoire en Bachibac c'était uniquement en espagnol. Comment l'as-tu vécu? Très mal, sincèrement. Après j'avais déjà un niveau en espagnol, j'avais déjà un peu plus que B1 quand j'étais en seconde. Donc voilà, parce que je faisais depuis 4 ans déjà de l'espagnol, donc en soi j'étais pas complètement perdue. Je savais à peu près de quoi le prof parlait. Mais c'est vrai que ça m'a fait tout drôle et j'étais pas prête dans ma tête, vraiment. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo mes premières impressions sur le lycée qui est encore sur ma chaîne et c'est très drôle parce que je l'ai réécouté la dernière fois et dedans je parle de ce premier cours d'histoire là et j'ai l'air mais complètement débordée, de me dire mais qu'est-ce que je fais là. Sincèrement j'avais l'impression d'être perdue, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi parlait super bien espagnol et tout, alors qu'en fait ça veut tellement rien dire, c'est juste que les 2 personnes qui ont parlé pendant ce premier cours là, qui ont levé la main à un moment donné, il y avait une espagnole et une latino-américaine, une mexicaine, et tous les autres ils ont pas levé la main et ils comprenaient rien non plus. En fait on est tous perdus sauf les bilangues peut-être. Vraiment que ça se fait tout seul. Vraiment. Au début il nous manque un peu de vocabulaire et tout, c'est normal, mais moi je trouve que vraiment ça se fait vraiment tout seul. Dans le sens où déjà au bout de quelques cours, enfin moi il m'a fallu peut-être 2 cours d'histoire et après je comprenais tout. Je vois absolument plus de différence entre quand on me donne un cours en espagnol ou quand on me donne un cours en français, si ce n'est que au moment de l'apprendre je vais le traduire dans ma tête, enfin si je l'explique à quelqu'un pour vérifier si je le connais bien, je vais toujours l'expliquer en français et au moment de l'apprendre je vais me le répéter en français dans ma tête, sinon ça rentre pas. Vraiment un truc, c'est au premier cours on panique un peu tous, honnêtement on est tous un peu pareils, mais après je trouve que très vite on s'habitue. 7. Penses-tu que commencer le bachi en première est une bonne ou une mauvaise idée étant donné qu'on n'a pas assisté au cours de seconde? J'ai une personne dans ma classe qui l'a fait, je savais même pas que c'était possible. Ouais franchement je saurais pas quoi répondre parce que ça varie énormément en fonction des cas. Il y a des personnes qui vont parler très bien de base et du coup bah louper une année on va dire c'est pas très important. Il y a des personnes qui vont avoir du mal à s'adapter, il y a des personnes, enfin voilà. Après ce qu'il faut savoir c'est que vous arrivez quand même dans une classe qui est déjà faite et la plupart des cours en seconde on les fait tous ensemble, surtout qu'il n'y a pas encore les filières, donc on est vraiment entre bachi. Donc c'est vrai qu'il y a un esprit bachi on va dire qui après s'explose un petit peu à partir de la première, mais du coup quand vous arrivez en première dans une classe qui est déjà très soudée disons, enfin très habituée à être ensemble, enfin collée un peu, c'est vrai que ça peut être difficile de tisser des liens sociaux, mais au niveau des cours, sincèrement, je pense pas que vous allez être perdu quoi. À part peut-être un petit peu de méthodo en histoire pour faire des compos et tout, parce que nous on a fait pas mal dès la première année. Mais sinon, non, franchement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait... En littérature espagnole, j'en parle même pas. Enfin, franchement, l'année de seconde, elle sert à rien du tout. Clairement, je vois pas qu'est-ce qui pourrait vous poser problème. Donc non, moi je vois aucun mal à commencer en première. Après, tout dépend vraiment de votre niveau de langue. Et après, dans la 8, en fait, il y a plein de questions différentes. On va aller prendre une par une. Donc, comment réussir une composition en histoire, des astuces et des conseils. J'ai tendance à écrire beaucoup, mais soyez pas impressionnés par ça, parce qu'à chaque fois, les gens me disent « Wow, mais comment t'as fait 21 pages au bac d'histoire ?» Non. Les gars, c'est loin d'être impossible, 21 pages en 5 heures. 5 heures, c'est énorme. Et ça veut rien dire, parce qu'il y a des copies qui vont être beaucoup plus courtes que la mienne, qui seront peut-être meilleures, ou qui seront très bonnes. Ça veut strictement rien dire. Après, en général, en histoire, c'est vrai qu'en général, les copies les plus longues, c'est les meilleures. En général. Mais après, il y a vraiment des gens qui arrivent à synthétiser d'une manière formidable. Compo, pour moi, le secret, c'est l'entraînement. Plus vous allez faire des compos, plus ça va se passer vite. Et simplement, en fait. Trop conclu, c'est clairement une histoire de méthode. Et après, c'est ultra facile. Enfin, vous en faites plusieurs. Nous, notre prof nous faisait rendre toute notre année terminale de temps en temps des intros, des conclus qui notaient sur 10. Donc on était super habitués à la fin, enfin voilà.
Et honnêtement le jour du bac il demande pas un truc de ouf hein. Vraiment genre moi ma compo elle était très loin d'être parfaite mais vraiment. Et pourtant j'ai eu 20 sur 20 donc franchement je vous conseille du coup de pas mal développer mais surtout d'avoir beaucoup de connaissances. Pour moi le secret pour les compos en histoire c'est les connaissances. Structurez vos idées, donc moi au brouillon je fais grand 1, grand 2, grand 3. Je mets le titre de mon grand 1, grand 2, grand 3. Souvent je fais que 2 parties d'ailleurs parce qu'une compo vous avez que 2h30 pour la faire. Le jour du bac c'est pas long honnêtement et vous avez que 8 pages à peu près. Enfin il faut aller jusqu'à 10 quoi mais il faut écrire assez vite. Donc c'est pas énorme, vous n'avez pas le temps d'énormément développer, surtout si vous avez appris des cours qui font déjà 10, 11 pages par chapitre et que ça mêle plusieurs chapitres, vous n'aurez pas le temps de tout dire. Donc sincèrement il faut bien structurer vos idées, moi je fais que 2 grandes parties en général. Et ensuite j'essaie de caser plein de connaissances et j'apprends beaucoup de connaissances. En fait j'apprends, tout passe par mes fiches en fait. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur le bac, je fais des fiches ultra longues, ultra détaillées avec plein de connaissances, genre un max de connaissances. Et j'apprends tout par cœur et après je ressors tout dans ma compo quoi. Et ensuite il faut bien faire une problématique. Ah oui, j'ai une astuce problématique. Je vous donne mon astuce, franchement elle marche à tous les coups. La différence c'est clairement vos fiches, en fait juste vos connaissances. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Plus vous allez mettre de connaissances, plus on va voir que vous maîtrisez votre sujet, mieux ça sera. Mais il faut savoir, dans les compositions, le secret pour réussir, c'est de réfléchir par soi-même. Il faut vraiment traiter les informations dans sa tête, réfléchir au sujet. Et pour moi, un des trucs les plus importants qui va faire la différence entre votre copie et celle des autres, ça va être votre problématique. Super important la problématique. Et c'est là qu'intervient ma super astuce. Plan que j'ai pu réutiliser le jour J. En plus on est tombé sur les deux nous. C'était la première année que ça faisait ça. Donc on est tombé sur les deux en même temps à comparer un peu tu vois. J'ai eu 18. Dans votre problématique, vous pouvez mettre dans quelle mesure, donc en qué medida, vous mettez votre sujet. Dans quelle mesure, nanana, est à la fois acteur et victime de tatata. Ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça mais franchement je vous jure pour quasiment tous les chapitres vous mettez ça. Et ça la prof il va se dire ah ouais il a vraiment réfléchi au sujet, il est acteur parce que tatata, il est victime parce que tatata. Et ça marche je vous jure pour quasiment tous les chapitres. Cette problématique elle fonctionne. Moi je la ressortais à chaque fois et le jour du bac je l'ai encore ressortie. Chaque fois mon prof me disait très bonne problématique nana, et c'est ce qui me faisait à chaque fois sortir du lot. C'est cette problématique là de acteur victime. Donc je vous jure faites ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais y aller franco les gars, je prends mon truc où il y a dedans donc tous mes chapitres. Ok, deuxième chapitre d'histoire du bac, l'Europe de 45 jusqu'à nos jours. Quoi? Bim bam boum. En qué medida Europa fue a la vez víctima y a la vez actor, actriz no sé qué, del mundo político, enfin bref, vous avez compris. En qué medida Europa fue a la vez víctima y actriz de la descolonización. Ensuite, América Latina, en fait vous pouvez faire ça mais vraiment, en fait juste dans tous les chapitres, quasiment. Donc voilà, par exemple le G1 donc sur la globalisation, la mondialisation. En qué medida Europa, en qué medida el mundo es a la vez una víctima y a la vez un actor de la globalización, del funcionamiento global. Vous avez compris, genre pour tous les chapitres je vous jure, quasiment tous, il y en a très peu où ça marche pas. Donc victime, acteur, ça c'est le bon plan. Comment faire des fiches complètes en histoire et comment réussir à apprendre autant d'informations en espagnol. Pour le bac ça peut paraître bête mais il faut réviser les chapitres depuis la première ou de la terminale. Je dirais la terminale mais je suis pas sûre. Ok. Je pourrais vous faire une vidéo complète là-dessus. Je pense que je vais vous faire ça. Moi clairement donc je reprends le polycopier du prof qui fait une trentaine de pages. Je réécris tout le plan, donc grand 1, grand 2, grand 3 que j'apprends par cœur avec petit 1, petit 2, petit 3 dans chacune des parties que j'apprends par cœur, par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et à l'intérieur je mets des flèches avec les informations principales. En général il y en a 5-6 par sous-partie. Et je développe à fond, à fond, à fond, à fond. Et je fais des carrés, des tableaux, des frises chronologiques, tout ça, je mets des photos, etc. Ça me prend environ 10 heures par chapitre. Il y en a 16. Donc oui c'est très long, oui c'est très chiant. Au bout d'un moment vous en pourrez plus. Parce qu'ensuite après avoir fait sa fiche, il faut la prendre. Une fois que le bac d'histoire est passé, je vous jure, mais vous avez l'impression que votre bac est terminé, que vous l'avez. Mention très bien, félicitations du jury. Comment réussir à apprendre autant d'informations en espagnol? En espagnol ça changerait, hein, tu peux les apprendre en français.
Tu peux même faire tes fiches en français, hein. Moi je les faisais en espagnol mais au moment de me les répéter, je les répétais en français sinon ça rentrait pas dans ma tête. Et comment réussir à apprendre autant d'infos? Bah faut s'y prendre tout au long de l'année, il faut répéter. Et il faut être capable d'expliquer son cours à quelqu'un qui le connaît pas. Donc vous prenez même 1h30 s'il faut, vous l'expliquez à vos parents s'ils veulent bien vous écouter pendant 1h30, ce qui n'est pas le cas des miens. À partir du moment où je me souvenais de absolument tout ce qui était marqué sur ma fiche, je considérais que mon chapitre était terminé. Et je le revoyais tous les 3-4 jours pour quand même me le remettre en tête, sinon au fur et à mesure des 16, arrivé au 16e, le premier tu l'as oublié quoi. C'est que le programme de terminale qui est pour le bac. 9. Pourrais-tu nous dire les différentes thématiques étudiées en histoire? Est-ce intéressant? Les personnes qui vont détester l'histoire géo en bachi et même pas en bachi, moi j'ai adoré, c'est ma partie préférée de l'histoire, de toute l'histoire. Ça m'a même fait hésiter à faire une fac d'histoire tellement j'ai adoré et je trouvais ça passionnant. Concrètement c'est tout ce qui est après 1945. Il y a pas mal de géopolitique, il y a pas mal de relations internationales, il y a pas mal de politique même. Ça va être surtout ça, honnêtement c'est axé surtout sur ça, mais franchement moi j'ai adoré mon année d'histoire, c'était passionnant, genre j'ai trop aimé. Je vais vous dire concrètement les chapitres carrément que vous avez. Donc chapitre 1, relations internationales depuis 1945, donc ça va être la guerre froide. Ensuite l'Europe depuis 1945, donc il y a toute une partie sur la division pendant la guerre froide, donc à l'est et à l'ouest, les deux blocs. Et ensuite il y a la reconstruction européenne, donc l'Union européenne et tout. Troisième chapitre, les mutations sociales d'une société industrielle à une société de consommation, avec les 30 glorieuses, tout ça. Et la révolution des télécommunications et tout. Ensuite la décolonisation, donc ça va être l'Afrique et l'Asie. Ensuite l'Amérique latine depuis 1945, donc là vous allez avoir les dictatures en Amérique latine et pendant la guerre froide, donc divisées entre les États-Unis et l'URSS. Ensuite France depuis 1945, reconstruction républicaine, ça c'est la 4e et la 5e république, c'est de la politique, sciences politiques. Encore de la science politique, le 7e chapitre, Espagne depuis 1939, donc Franco, et ensuite à partir de du coup la République, la transition démocratique. Ensuite H8, France et Espagne dans le monde et dans l'Union Européenne, histoire et perspective. Celui-là c'est celui sur lequel on est tombé, H8 et H9 l'année dernière au bac, enfin cette année du coup. Donc ça on est important diplomatiquement, militairement, non, enfin bref voilà. C'est plutôt géopolitique un peu, enfin voilà. H9 c'est pareil, société, économie et culture depuis 1945 en France et en Espagne, donc ça va être les 30 glorieuses, l'économie, tout ça. En géo, parce que la géo c'est quand même la moitié de votre note au bac, hein, c'est 10-10, donc c'est quand même important. La globalisation, ah bah ça vous allez le connaître, ça, donc la mondialisation, donc la révolution des transports, tout ça, là vous allez apprendre ça. G2, les territoires de la globalisation, donc celui-là c'est le plus long. Vous avez dedans donc tout ce qui est facteurs d'insertion, tout ça de la globalisation, donc les territoires pauvres, les PMA à côté des territoires riches, les zones ultramarines, les pays émergents, les espaces en marge, la Corée du Nord, les flux internationaux, les tensions, etc. G3 c'est l'Amérique, affirmation du Sud, puissance du Nord, donc le décalage entre le sud de l'Amérique, Amérique latine et les États-Unis. Ensuite G4, Asie du Sud et de l'Est, apuestas del crecimiento, donc là celui-là je l'ai pas pris. Le G5, Afrique, los desafíos del desarrollo, donc là vous allez apprendre le Sahara, le rôle que ça a, puis le fait que c'est une plateforme dans le monde et tout. Voilà. Je vous ai dit exactement ce que vous allez étudier. Moi j'ai trouvé ça juste passionnant. 10. Pour les oraux et les exposés, est-ce vrai que vous en faites beaucoup? Comment les réussir, surtout quand on est timide et que notre espagnol n'est pas parfait? C'est un peu mon cas. T'inquiète, l'espagnol de personne n'est parfait dans une classe de bachi. Il y a beaucoup de personnes même qui ont un espagnol très approximatif. En tout cas moi c'était le cas dans ma classe, mais qui faisait des fautes récurrentes. Encore en terminale il y avait beaucoup de fautes entre CL et STAL. Et pour les oraux, les exposés, oui on en fait pas mal sincèrement, surtout si vous avez des profs flemmards qui vous font pas de cours, ils vont vous dire bah faites un exposé sur cette thématique là, comme ça eux ils ont pas à se mouiller, ils vous fichent aucun cours. Ça en littérature espagnole. Mais ouais on en fait pas mal, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas la majorité. Et sincèrement en terminale on n'a pas trop le temps. La majorité du temps c'est pas comme ça tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, c'est des cours magistraux.
11. Comment prendre des notes efficacement en histoire et en bâti. Alors moi je prenais mes notes à l'ordinateur en histoire et en bâti, ça m'a simplifié la vie. Et donc nous c'était que de la prise de notes et donc en bâti sincèrement, enfin en littérature espagnole j'ai pas trop de conseils parce que en fait bah, on a un peu fait, enfin j'ai fait tout le taf toute seule chez moi parce que la prof nous a rien foutu de notre année. Donc je sais pas, j'ai pas vraiment eu de cours cette année de littérature espagnole. Bah tu notes pas tout mais il faut faire une prise de notes assez synthétique mais pas trop, surtout en histoire où il faut quand même... Mais pour moi la plus grosse partie c'est pas trop la prise de notes, c'est vraiment les recherches que tu vas faire à côté. Après, ah il y a un avion, c'est super ça quand tu filmes. Prendre les notes, je sais pas, moi j'ai toujours, ça a toujours été assez simple pour moi, donc je sais pas trop quel conseil donner, vous écrivez juste quoi, enfin je sais pas. Par contre je vois beaucoup de gens ils savent pas prendre des notes dans ma classe, ils notent des phrases entières en fait. Mais c'est pas ça la prise de notes, t'écris juste les mots les plus importants de ta phrase et puis tu mets des flèches, des trucs comme ça mais... Je sais pas, pour moi ça va de soi quoi, enfin je sais pas, t'entends un truc, tu sais quelle est l'information importante de la phrase, puis t'écris vite fait, voilà. Je sais pas trop quel conseil donner par rapport à la prise de notes, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que bah, pour moi c'est assez logique la prise de notes. Enfin, 12. Des conseils à effectuer avant et pendant les DS. Utilisez tout le temps que vous avez. Préparez bien vos DS, ça c'est le plus important. Préparez bien, apprenez les plans. Ah oui, apprenez les plans, ça c'est la base. Une fois que vous connaissez votre plan, vous connaissez quasiment tout. Il faut écrire très vite. Très vite, surtout si vous écrivez, si vous avez tendance à beaucoup développer. Moi je me suis fait avoir à la première compo en terminale sur la guerre froide. Je savais énormément de choses et je me suis fait avoir parce que j'ai eu le temps de faire que mon grand 1 en fait. Du coup j'ai eu 9. Et surtout avant en vrai, parce que pendant, bah, à part écrire vite et structurer bien ses idées, faire un plan le plus rapidement possible. Le plan, faut pas que ça vous prenne plus de 10 minutes. Intro aussi et conclu, faut que ça aille assez vite, mais pas non plus bâclé, surtout l'intro, parce que c'est le premier truc que votre prof va lire. Le plus important pour moi c'est avant, c'est juste de bien apprendre plein de... C'est juste bah, les connaissances, je vous l'ai déjà dit, mais faites vos recherches par vous-même et apprenez un max de trucs. Vraiment, prenez-vous-y à l'avance pour avoir le temps d'avoir le max d'infos dans votre tête. 13. Pour l'oral en bâti, comment le réussir et faire une présentation efficace. Des conseils pour réussir à répondre au mieux aux questions du jury. D'ailleurs c'est notre prof de bâti histoire qui nous le feront passer. Alors moi c'était donc ma prof de littérature espagnole et mon prof d'histoire géo qui me l'ont fait passer, donc les deux que j'ai eu les 3 ans après. Faut être soi-même je pense et pas trop stressé. De toute façon faut jamais trop stresser pendant les épreuves sinon vous les ratez. J'ai remarqué ça à chaque fois que... Genre moi vraiment le bac j'y suis allée mais en touriste et bah j'ai jamais si bien réussi un examen. Donc vraiment faut pas stresser pour les examens sinon vous ratez à chaque fois. C'est basique, ils vont vous demander de vous présenter, donc si vous savez vous présenter en espagnol, vous l'avez déjà fait avant chez vous, devant vos parents, devant votre prof d'espagnol et tout, donc c'est basique quoi, vous ressortez votre truc traditionnel. Ils vont vous poser des questions sur votre expérience et tout, donc vous essayez pas trop de vous mettre en avant non plus, mais pas assez non plus, tu vois. Ils vont vous poser des questions en mode, moi ils m'ont demandé c'est quoi le dernier livre que t'as lu, qu'est-ce que t'en as pensé, c'est quoi ton personnage préféré dans Harry Potter, des trucs comme ça, et bah ça vous répondez tout simplement par des phrases le plus simple possible. Si vous arrivez à caser des verbes un peu stylés, en mode avec des temps un peu compliqués et tout, tant mieux, ils vont voir que vous avez une maîtrise de la langue, mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est vraiment de faire transparaître votre motivation, de dire que vous avez trop envie d'y aller, que vous avez trop envie de découvrir ceci, de découvrir cela, nanana. Voilà, c'est surtout la motivation qui compte, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il faut vraiment qu'ils sentent que vous avez la niaque. 14. Pour la littérature espagnole, que faites-vous lors de ces cours? Est-ce difficile à comprendre? Alors, seconde, on a 2 heures de littérature espagnole par semaine, nous c'était comme ça. On faisait rien en fait, on lisait des extraits et on répondait à des questions mais c'était vraiment nul. D'ailleurs ça a toujours été un peu nul, personne n'aime la littérature espagnole en bâti. Sincèrement c'est un peu la matière qui a pas beaucoup de succès. En seconde c'est le pire je crois. Ensuite en première on a un programme, alors franchement j'ai rien retenu de la littérature espagnole. Moi on a vraiment fait que tous des exposés, en fait j'ai fait tous mes cours par moi-même en littérature espagnole la veille parce que la prof elle nous a donné aucune fiche de toute l'année, donc on avait vraiment que des exposés à faire en fait. Et on a 2 livres à lire, donc nous c'était Tres sombreros de copa de Miguel Miura et Al monstruo de Javier Tomeo. Et c'était 2 livres donc assez courts en soi, ils faisaient moins d'une centaine de pages chacun. Et en gros on va te demander un essai littéraire sur un des livres. Donc moi ce que j'ai fait c'est que on donne une thématique, donc nous c'était liberté et subordination, donc liberté et subordination, soumission. Et donc moi j'ai fait
un plan comme d'habitude. J'avais fait un plan pour chacun, donc sur le thème Libertad y Subordinación, donc pour chacun grand liberté, grand de subordinación, et j'avais mis dedans tous mes arguments, j'avais cherché dans mon livre, je me rappelais même de certaines phrases du livre, etc. Et j'ai fait mon essai littéraire, comme on vous apprendra à les faire, ça je vais pas développer trop parce que de toute façon la méthodo et tout on vous le dira. Mais il faut quand même pas mal développer, mais pas trop non plus parce que vous avez que 3 heures pour le faire. Enfin en vrai vous avez 4 heures d'épreuve mais on compte 1 heure pour le commentaire, 3 heures à peu près pour un peu moins pour l'essai, donc faut pas non plus trop développer, et ils attendent que 6 pages. Bon. Et ils attendent pas énormément non plus, mais ils veulent quand même voir que vous avez une maîtrise de l'œuvre, donc c'est que de l'étude de l'œuvre en terminale. 15. Pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste un essai littéraire? J'avais pas lu tes questions avant. Et comment le réussir? Quelle a été ta méthode? Donc je viens de la dire, ma méthode. Et qu'est-ce qu'un essai littéraire? C'est un peu comme une grande dissertation. On va vous dire par exemple dans quelle mesure le personnage de nanana est-il à la fois emprisonné par sa mère et à la fois montre un désir de liberté par exemple. Vous connaissez votre livre, vous connaissez vos personnages, vous avez vos arguments, vous avez déjà préparé dans le sens où vous connaissez votre livre, en fait vous l'avez lu et vous l'avez étudié en classe normalement. Du coup bah moi comme je vous l'ai dit j'avais appris mes plans, donc une fois que tu connais ton plan Libertad, Subordinación et que tu connais le livre en fait, bah on peut te poser un peu n'importe quelle question, ça va toujours revenir au même en fait. Enfin vous allez voir, mais en fait une fois que tu sais répondre à une question d'essai, tu sais quasiment répondre à toutes les questions d'essai parce que c'est toujours sur la même thématique, c'est toujours la même chose et c'est toujours les mêmes personnages et tout, donc en soi je trouve ça vraiment pas si compliqué que ça un essai littéraire. En soi t'apprends les plus importants, t'apprends même des petits détails qui montrent que tu connais bien ton œuvre. Tu fais ton plan grand 1, grand 2 et tu peux le ressortir à tous les coups. Et voilà, donc tu fais grand 1, il est emprisonné par sa mère. Dedans tu mets elle a une emprise psychologique. Petit 2, elle a une emprise physique. Petit 3, elle a une emprise culturelle, je sais pas. Grand 3, petit 2, grand 2, je vais y arriver. Tu dis mais il montre un désir de liberté. Il sort pour la première fois dehors malgré l'interdiction de sa mère. Trop conclu et c'est terminé. Il faut faire attention à pas écrire ni trop peu ni pas assez. Ça c'est le plus compliqué je trouve. 16. À quoi pourrait servir le bachelor pour nos études supérieures? Par exemple j'aimerais faire une prépa commerce dans l'espoir d'intégrer HEC. Le bachelor pourrait-il être un avantage? Je suis pas fermée à l'idée de faire du droit. Ah bah ma filière. Il y a beaucoup de gens en bachelor qui ne se servent pas de leur bachelor après. Bachelor ne va servir strictement à rien, tout simplement parce que ils n'ont pas envie forcément de continuer en espagnol, et il y en a beaucoup aussi qui ont eu une mauvaise expérience en bachelor parce qu'ils aimaient pas un des profs ou un truc comme ça, et on est amené à le côtoyer 3 ans de suite quand même. Donc ils n'ont pas envie de continuer dans l'espagnol. Vraiment le bachelor ça te sert surtout à avoir un double diplôme, donc tu risques de passer avant beaucoup d'autres candidats qui ont un bac simple disons, donc ça te fait un gros avantage sur le CV. Surtout maintenant les langues sont primordiales, donc si tu sais parler 2 voire 3 langues, tu passeras toujours avant quelqu'un qui sait parler que sa langue maternelle. Et le bachelor sera toujours un avantage. Alors faut savoir qu'il y a des filières carrément que tu peux intégrer grâce au bachelor, comme par exemple donc Sciences Po, maintenant tu peux passer par la voie internationale grâce à ton bachelor qui est reconnu comme diplôme international, ce qui t'évite de passer 3 écrits. En gros au lieu de passer 3 écrits et un oral, tu passes qu'un oral, donc ça c'est ultra cool. C'est aussi aller étudier en Espagne ou en Amérique latine grâce à ton diplôme sans repasser de concours. Beaucoup de choses, par exemple moi concrètement alors moi c'est pas trop ça, mais dans ma double licence droit langue, bah ça m'a servi comme gros avantage pour appuyer le côté langue. Ils se sont dit bah elle a un niveau C en espagnol déjà. Voilà, droit langue c'est cohérent quoi. Une prépa, même si vous faites genre juste une licence simple de droit par exemple, vous passerez quand même sans doute avant parce qu'ils verront que vous avez une connaissance solide d'une langue, donc que vous avez des capacités de travail, que vous êtes rajouté du travail pour faire votre bachelor, que vous avez eu 2 diplômes au lieu de 1. Donc ça vous valorisera toujours. Ça, prépa commerce, t'es loin d'être obligé de faire le bachelor, mais c'est aussi pour moi une manière déjà c'est de la satisfaction personnelle d'avoir obtenu les 2 diplômes, et en plus de ça c'est aussi pour moi genre un plus sur un CV, et en plus c'est juste vivre de sa passion en fait, parce que déjà aller en cours, surtout en terminale, souvent on en a marre, on est blasé, on a envie de se barrer, enfin voilà moi c'est typiquement mon cas, ma terminale je l'ai trop mal vécu. Alors si en plus j'avais eu pas mes cours d'histoire géo en espagnol, si j'avais pas eu le bachelor, mais j'étais encore plus déprimée. 17. Quelles sont les notes à avoir pour avoir le bachelor? Les notes à avoir, donc c'est simple. En histoire géo, vous avez une épreuve de 5 heures qui est notée sur 20, 10 points
histoire 10 points, géo, il faut que vous ayez 10 sur 20. Il faut que vous ayez la moyenne, donc 10 sur 20 en littérature espagnole, où vous avez donc une épreuve de 4 heures, où il y a 12 points sur... non, je sais plus si c'est 12 et 8 ou 10 et 10. Non, c'est 10 et 10. 10 points sur un commentaire, donc on va vous donner un texte en fait, et ensuite des questions, mais c'est ultra basique, hein. C'est vraiment un texte très simple, avec des questions très simples. C'est pas du tout un commentaire comme en littérature française, donc voilà, c'est vraiment juste des questions pour voir si vous avez compris le texte, quoi. Et 10 points sur l'essai littéraire dont je vous parlais tout à l'heure, sur un des deux livres ou les deux que vous avez étudiés pendant votre terminale. Vous allez avoir une note sur 20 et il faut que vous ayez 10. Ensuite, il faut que vous ayez 10 aussi à votre oral d'espagnol. Donc là, on va vous donner un texte le jour de l'oral d'espagnol, donc 30 minutes avant. Vous allez faire un plan, vous allez sortir des arguments, une problématique de votre texte, etc. Et ensuite, vous allez en fait devoir parler 10 minutes à votre examinatrice en espagnol de ce texte-là. C'est l'oral où j'ai eu 20, sincèrement, c'est pas du tout impossible d'avoir 20. Même des gens qui ont eu un niveau extrêmement moyen en espagnol, dans ma classe, ils l'ont tous eu à plus de la moyenne. Et là pareil, il faut avoir 10. Et ensuite il y a 10 questions de 10 minutes d'entretien, donc questions-réponses. 10 en histoire, 10 en littérature espagnole et 10 en oral d'espagnol. Ensuite, comment définirais-tu le bachis selon toi en seulement 3 mots? Attendez, il faut que je réfléchisse. Je dirais instructif, passionnant. Je dirais aussi le mot expérience, dans le sens où je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre. Il y a le mois à Madrid, il y a la classe qui est vraiment une classe spéciale, on va dire. Il y a un certain niveau. Il y a aussi, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ma relation avec mon prof d'histoire, etc. Enfin, pour moi, il y a vraiment une coque bachi, on va dire. Il y a une bulle bachi. Expérience à vivre, je trouve, et ça te forge vraiment, c'est super intéressant. C'est une expérience. 19. Qu'est-ce que le bachi a pu t'apporter? La rigueur, du travail, une méthode de travail, ça m'a permis aussi de travailler sur mon rapport avec les autres, parce que j'ai toujours eu du mal en société, etc. Et là, le fait d'être dans la même classe pendant 3 ans, enfin avec les mêmes personnes quasiment, ça m'a servi à apprendre beaucoup sur moi-même et sur mon rapport aux autres. Un plus dans mon dossier aussi. Ça m'a apporté beaucoup de satisfaction personnelle d'avoir mes 2 diplômes. Ça m'a forgé au niveau expérience, parce que le mois en Espagne, ça a été une expérience formidable et que j'aimerais renouveler, que je conseille à absolument tout le monde. Ouais, pas mal de rigueur en vrai. Et ça m'a poussée à aller plus loin, je pense. Dans mes recherches, dans ma soif d'apprendre, dans la rigueur que je mets quand je travaille, à être motivée parce que j'ai dû gagner ma place en bachi et ensuite la garder dans ma tête en tout cas. Si j'avais pas envie de décevoir mon prof d'histoire en soi, qu'il ne regrette pas de m'avoir choisi en fait. J'ai beaucoup appris sur moi, sur ma manière de travailler, de fonctionner, d'apprendre. Enfin, je me suis vraiment plus connue avec le bachi et j'ai connu des gens que j'oublierai jamais, donc sincèrement, très belle expérience. Regrettes-tu de l'avoir fait? Si oui, pourquoi? Non, grand immense non. J'ai énormément hésité à faire le bachi bac, j'avais peur de la dose de travail, j'avais peur de me retrouver avec des gens trop élitistes pour moi, j'avais peur de rien comprendre, j'avais peur de pas avoir le niveau, j'avais peur de milliards de choses et j'avais tellement pas de quoi avoir peur. C'est tellement bien passé, beaucoup mieux d'ailleurs que ce que je pensais, c'était tellement cool et c'était une expérience mais juste magique et ça t'apporte tellement de choses je trouve humainement et même scolairement. Et non, je regrette, mais il n'y a rien du tout que je regrette dans mon bachi bac, rien du tout. Je regretterai jamais d'avoir fait ça. Et 21, alors, tu as survécu aux 5 heures d'épreuve en histoire. Je stresse déjà si je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. J'ai survécu tous, mais sincèrement quand on sort de l'épreuve, mais c'est la libération déjà parce que tu te dis j'ai fini d'apprendre l'histoire qui est pour moi la plus grosse matière. Pourtant je suis en L donc j'avais un coef 7 en philo, mais pour moi c'était rien par rapport à l'histoire. En fait je vivais l'histoire vraiment, donc une fois que c'était passé j'étais en mode... Je me souviens, il y avait notre prof qui nous attendait à la sortie et c'était genre mais vraiment le truc de l'année quoi, l'histoire était passée. Et sincèrement je l'ai tellement mieux vécu qu'à mon bac blanc, parce que je vous ai fait une vidéo bac blanc et sincèrement mais je l'avais tellement mal vécu, c'était horrible. J'étais
J'avais mal partout, j'ai pleuré, enfin vraiment, mais j'ai super mal vécu mes 5 heures. Un truc que je vous conseille, c'est de sortir entre l'épreuve d'histoire et l'épreuve de géo. Moi j'ai fait 2h30 chacun et je suis sortie au bout des 2h30 aux toilettes. Et en fait, juste vous aérez l'esprit parce que c'est vraiment pas facile 5 heures, c'est vraiment autre chose que 4. La 5e heure, tu la sens vraiment passer. Je suis restée vraiment les 5 heures jusqu'à la dernière minute parce que j'ai pas fini. Et il faut profiter vraiment de chaque minute et pas passer trop de temps sur ces plans, vraiment. Et pas trop stresser, surtout vous emmenez à manger, vous emmenez à boire. Non mais les gars, j'ai renversé ma gourde de coca sur ma table le jour du bac d'histoire géo. Pas comme moi parce que je suis désespérante. Non, faut pas trop stresser pour le bac, pour le bachelor non plus et pour le bac non plus. Faut vraiment pas trop stresser, ça sert à rien et de toute façon vous réussissez pas si vous stressez, donc faut y aller tranquille. Moi je les ai vraiment pas mal vécus. J'avais emmené des chips, j'avais emmené du coca et oui par contre il faut absolument les gars que vous preniez de la caféine, mais vraiment pour votre bac d'histoire parce que les 5 heures, pour rester concentré 5 heures, écrire à fond 5 heures et avoir les idées en place et avoir aucun coup de mou. Nous c'était de 13h à 18h donc on venait de manger, en plus il y avait de la digestion et tout. Sincèrement, mais moi j'avais emmené plein de coca, j'avais 1 litre de coca et je buvais du coca tout le long. Ça m'a permis en fait d'avoir aucun blanc dans ma tête et d'être vraiment à fond. Du coup bah j'étais ultra productive en fait, vraiment il faut être productif, il faut être à fond dedans et voilà c'est tout. 22. Que dirais-tu si tu as une personne qui hésite à faire Bachi? Fonce. Vraiment je dirais de foncer parce que c'est une expérience hors norme, parce que sincèrement on peut le faire, c'est vraiment loin d'être impossible comme je le pensais et comme beaucoup le pensent, comme toi-même Mathis tu le penses. Et sincèrement non, c'est pas du tout infaisable et je trouve que ça a même un peu trop présenté un peu trop de manière en mode c'est super dur, faut vraiment taffer comme un malade et tout. Oui c'est dur, oui il faut taffer, mais c'est pas non plus un truc de ouf, vous payez pas non plus un doctorat quoi. Fonce. Et de toute façon, au pire des cas, tu feras quoi? Bah t'abandonneras le bachis et tu retourneras dans une section euro. Franchement, mais t'as rien à perdre. 3, une dernière question. Penses-tu partir vivre en Espagne ou dans un pays hispanophone? Non, je pense pas aller vivre. Je vais vous le dire en espagnol, on va finir la vidéo en beauté, disons. Bueno, antes, hace como, digamos, unos 3 años más o menos, quizá un poco más. 4 años, 3 o 4 años, bueno, depende porque hace solo 2 años que mi profe de Historia y Geografía justamente me dijo, pues ¿por qué no vas hacia, o sea, por qué no miras hacia dónde puedes llegar? ¿Por qué te paras a tu objetivo de ser profesora de francés en España si puedes ir mucho más allá? Y me dije, bueno, eso es una idea la verdad porque voy a intentar ir lo más lejos que puedo y me pararé donde tendré que pararme. Así que mi objetivo inicial, yendo al Bachibac, era ser profe de francés en España y ya no es mi objetivo para nada, es que ahora pues estoy en el derecho, como ya os he dicho. Estoy estudiando Derecho y estoy en L1 de doble licencia Derecho Lenguas, ¿no? Español e inglés también. No es una meta para mí ir a otro país, ir a vivir en un país hispanohablante, ya no es un sueño como lo era antes para mí, pero es una idea que guardo en mi mente muy fuertemente. La verdad es que sí, todavía me gustaría mucho. Ahora veo que es un poco más difícil que solo ser un sueño porque tendría que dejar a mi familia, a mi hermana que es enferma, a mi novio que quiere ir a vivir a Estados Unidos, pues a mis padres, a mi mejor amiga que es Sara Luz, te hago muchos besitos si pasas por allí. Y es mucho más complicado que solo pues quiero ir y ya está, aquí estoy. Un montón de cosas que se añaden al proyecto y que son factores para ir o quedarse aquí o ir a otro país. Bueno, no sé, aún no sé en qué país iré. Lo que es seguro es que mi tercer año de licencia lo tengo que pasar al menos 6 meses tengo que hacer al extranjero, pero creo que voy a intentar ir a Estados Unidos porque es una experiencia diferente de lo que ya conozco, digamos. O quizás al Reino Unido,
bueno, a un país que habla inglés porque hablo mejor español que inglés. Primero mejorar mi inglés antes de ir otra vez a un país hispanohablante. Así que ya no es una meta para mí ir a vivir en un país hispanohablante, sin embargo lo guardo en mi mente como posibilidad, como sueño. Así que quizás iré a vivir al Mexamérica, la parte entre Estados Unidos y México, que habla un poco los dos idiomas, que se mezcla un poco, por eso se llama Mexamérica, tú sabes. Y entonces esto sí, guardo esta posibilidad en mi mente y vamos a ver lo que el futuro nos va a dar. Pues vivo lo que vivo y ya no quiero hacer muchos proyectos así porque veo que es mucho más complicado que lo que pensaba antes. Termine cette vidéo sur ce point là et je vous fais des très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions sur le bâti, sur mes études, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir dans une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin... Est-ce que la mise au point pourrait se faire des fois? Prenez soin de vous, prenez soin des animaux, prenez soin de la nature, prenez soin des gens qui vous entourent. Et je vous fais des très gros bisous et bonne rentrée parce que oui, c'est déjà là.